On se retrouve dans un nouvel épisode de Specto. Aujourd'hui, je reviens sur probablement la plus grosse sortie cinéma de l'année, l'Odyssée de Christopher Nolan. Petite précision avant de commencer, si vous n'avez pas vu le film ou si vous ne connaissez pas du tout l'histoire de l'Odyssée, je vais évoquer certains éléments du récit et certains choix d'adaptation. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais il y aura quand même des petits spoilers. Mais rentrons dans le vif du sujet. Christopher Nolan s'attaque donc à l'un des plus grands récits de l'histoire et l'un des récits fondateurs de notre civilisation, l'Odyssée d'Homère. Et donc ici, on ne parle pas simplement d'adapter une histoire connue, mais on parle d'un récit qui existe depuis des milliers d'années, qui a traversé les époques et qui fait partie de notre imaginaire collectif. Et pour donner mon avis à chaud sur le film, je trouve que le film satisfait globalement sa promesse principale, c'est-à-dire d'être un film épique qui fonctionne. Bien sûr, je trouve que le film possède des défauts, notamment sur les dialogues, sur certains choix de montage, sur certains aspects du scénario et sur le côté émotionnel du film globalement, mais je trouve que le film se tient et fonctionne par rapport à ce qu'il vend à la base. Donc je vais commencer avec toute la question autour de l'aspect visuel et formel. L'un des points importants à relever sur ce film, c'est qu'il a été tourné entièrement en IMAX, et c'est d'ailleurs la première occurrence dans la filmo de Nolan. Par exemple, on avait The Dark Knight avec certaines scènes qui étaient tournées en IMAX, mais là c'est le film entier. Et donc à la base, le ratio de l'IMAX 70 mm est de 1,43 par 1. Donc, ça fait qu'on a une image beaucoup plus haute qu'horizontale. Mais le problème justement, c'est qu'en France, on a extrêmement peu de salles qui retransmettent l'IMAX. Du coup, la grande majorité des spectateurs vont découvrir le film avec le ratio classique scope. Et forcément, cela a une influence parce que perdre le haut et le bas de l'image, ce n'est pas simplement perdre de l'image, mais cela peut modifier la composition d'un plan, le placement des personnages dans le cadre et donc, plus largement, la mise en scène. Mais malgré cela, je trouve que le film fonctionne quand même dans son format classique scope, même si il y a certaines scènes où l'on ressent davantage cette différence et où on peut se dire que certains plans ont probablement été composés en pensant à l'IMAX, mais globalement, ça m'a pas empêché d'apprécier le film. Concernant la photo du film, je trouve que c'est un des points forts du film, que ce soit la guerre de Troie, les séquences en mer, les plans larges où l'on voit Ulysse errer. Après, je considère aussi que le fait de tourner en lieu réel aide aussi le film à avoir un tel rendu. Et donc, on a quelque chose d'assez tangible dans ce film qui le rend plus appréciable que, par exemple, beaucoup de films qui peuvent utiliser énormément d'effets spéciaux et avoir un rendu un peu trop artificiel. Après, sur la mise en scène, globalement, je dirais pas qu'elle est révolutionnaire ou grandiloquente, mais Nolan reste assez sobre dans sa manière de filmer, mais c'est efficace. Ensuite, vis-à-vis du scénario, on est face à une adaptation de l'un des plus grands récits de tous les temps, donc forcément, au niveau de la matière première, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Mais le défi de Nolan était de réussir à adapter une œuvre aussi riche dans un film de seulement 3 heures, alors je dis seulement parce que l'Odyssée aurait pu facilement faire 4 voire 5 heures, et donc cela fait que Nolan a dû couper ou modifier certains passages de l'œuvre originale. Mais donc, comme passage important qui a été retiré du film, c'est le fait qu'Ulysse raconte normalement une partie de ses aventures lorsqu'il arrive chez les Phéaciens, qui est sa dernière étape avant de rejoindre Ithaque. Mais du coup, dans le film, une grande partie de ses péripéties est plutôt racontée lorsqu'il est avec Calypso. Mais personnellement, je trouve que ce changement n'a pas un impact particulièrement négatif sur le film. Je peux le comprendre d'un point de vue méta, dans le sens où Ulysse raconte littéralement à la place d'Homère dans le livre ses aventures, mais par rapport à l'angle que Nolan a voulu prendre vis-à-vis de ce récit, je trouve ça cohérent d'avoir laissé ce passage de côté. D'ailleurs, cette question de la durée, elle est intéressante parce que le film dure 3 heures, mais paradoxalement, j'ai la sensation que le film aurait pu durer une demi-heure, voire 1 heure de plus. Parce qu'il y a plusieurs moments où j'ai trouvé que certaines choses étaient un peu rapides, notamment le premier acte et aussi la partie finale du film. La conclusion possède de bonnes idées et je comprends totalement le choix d'une fin assez abrupte, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus développé, un peu plus ample. Mais passé le premier acte, à partir du Cyclope, je trouve que le film fonctionne beaucoup mieux, on sort davantage de cette première partie que je trouve un peu confuse, et là déjà le récit prend plus son temps. Le film respire davantage, les séquences ont plus d'impact, et globalement je trouve que le rythme devient beaucoup plus agréable, on ne s'ennuie absolument pas. Ensuite, concernant le montage, c'est un des points où j'ai quelques réserves, notamment sur la première demi-heure,
où je trouve qu'il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'informations et surtout beaucoup de coupes que je trouve pas nécessaires et qui rendent le premier acte, alors peut-être pas clipesque, mais bon, un peu trop cut à mon goût. L'autre moment où j'ai eu plus de réserve aussi concerne la séquence d'action finale, et c'est encore plus dommage parce que je trouve qu'elle avait énormément de potentiel par rapport à ce qu'elle raconte, par rapport à la catharsis d'Ulysse. Et d'ailleurs, la musique monte progressivement, la tension augmente. On a l'impression avec la musique que ça monte, que ça ne va jamais s'arrêter et on ne veut pas que ça s'arrête. Mais malheureusement, j'ai trouvé l'aria assez brouillon, beaucoup de cuts, beaucoup de mouvements de caméra et finalement une action assez peu lisible. Un autre point intéressant dont je voulais parler et qui est pour moi central chez Nolan, c'est la question du temps et de la structure narrative de ses films. C'est quelque chose qui m'a un peu inquiété avant de voir le film parce qu'on sait très bien que Nolan aime les récits non linéaires où il s'amuse à jouer avec la chronologie, à plier le temps. Et donc ici j'avais assez peur qu'il fasse la même chose et que ça soit beaucoup de non-linéarité, mais juste pour de la non-linéarité. Mais pour le coup, le film utilise pas mal de flashbacks. Donc on a par exemple Ulysse qui raconte ses aventures à Calypso, ou Ménélas qui raconte certains événements passés à Télémaque. Et donc globalement, l'utilisation des flashbacks et sa structure narrative, je trouve qu'ici, elle accompagne bien le récit, au lieu de devenir un élément qui attire l'attention sur lui-même. Et justement, après avoir parlé du scénario et de la narration, je voulais parler des dialogues, qui est pour moi le gros point faible du film, et qui est pour moi un problème assez récurrent dans l'œuvre de Nolan. C'est-à-dire cette tendance à faire expliquer aux personnages des éléments que le spectateur a parfois déjà compris, un peu les rabâcher. Je trouve qu'il y a plusieurs moments où le film aurait pu davantage faire confiance au spectateur, laisser les images à raconter l'histoire. Show, don't tell. Je prends par exemple la scène du chant des sirènes. Après cette séquence, Ulysse raconte précisément ce qu'il a pu entendre des sirènes à ses compagnons, et je dis pas qu'il aurait fallu entièrement couper ce dialogue, mais le rendre plus succinct, plus subtil. Et donc, autant je trouve qu'il y a beaucoup de moments où c'est un peu trop explicatif, mais dans un sens, je critique aussi les dialogues du premier acte parce que je trouve que, alors c'est plus le premier acte dans son ensemble, mais je trouve qu'il est un peu trop brouillon, que ça soit dans ses dialogues, sa mise en scène et surtout son montage. Mais donc, globalement, pas non plus un point qui m'a empêché d'apprécier le film, mais pour moi c'est le point le plus faible clairement. Ensuite, pour ce qui est du casting, on y retrouve des acteurs qui peuvent attirer différents publics, Matt Damon, Anne Hathaway et Charlize Theron pour une génération de trentenaires et quarantenaires, et on a aussi la nouvelle génération avec Tom Holland, Robert Pattinson ou encore Zendaya. Et personnellement, je trouve que le casting est peut-être un peu trop chargé. Pas dans le sens où les acteurs sont mauvais, mais plus dans le sens où je me demande si certains rôles n'auraient pas gagné à être joués par des acteurs un peu moins connus. Et du coup, pour ce qui est de leur jeu, globalement, je l'ai trouvé assez convaincant. Pour moi, celui qui ressort clairement, c'est Matt Damon, que je trouve vraiment solide, carré pour son rôle. Il en fait pas trop, il est juste. Par contre, à l'inverse, j'ai quelques réserves sur d'autres acteurs. C'est pas que je les ai trouvés mauvais, je trouve qu'ils font tous le boulot en tant que tel, mais j'ai la sensation que leur performance aurait pu être bien meilleure, plus juste, plus forte. D'ailleurs, en parlant du casting, on a un choix assez étonnant, quoique non, mais le film s'ouvre avec Travis Scott, qui est donc un des rappeurs les plus connus de notre époque. Et finalement, c'est un choix assez pertinent parce qu'il faut rappeler que les récits autour de la guerre de Troie et du retour d'Ulysse, si il a vraiment existé, ont été transmis oralement pendant des siècles avant d'être fixés par écrit. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on parle de 24 chants pour l'Odyssée et non de 24 chapitres. Parce qu'à l'origine, donc, c'était un récit qui était fait pour être récité, transmis, raconté. Et donc je trouve que le film reprend bien cette idée. On retrouve énormément de personnages qui racontent des événements passés à d'autres personnages. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai trouvé aussi intéressant le parallèle avec les dieux parce que finalement, les humains racontent le passé et transmettent la mémoire des événements alors que les dieux, eux, sont davantage associés au futur, à la destinée, à l'avenir. Mais du coup, le choix de faire débuter le film avec Travis Scott pour moi est cohérent parce que le rap est une des formes artistiques qui se rapproche le plus de cette idée de transmission orale. Donc, symboliquement, je trouve le choix assez intéressant. D'ailleurs, en parlant de musique, on retrouve Ludwig Göransson, avec qui Nolan avait déjà travaillé sur Oppenheimer et qu'on a retrouvé plus récemment sur Sinners. Globalement, j'ai trouvé la musique réussie, mais je dirais qu'on est davantage sur une musique d'accompagnement, une musique qui vient soutenir les images, renforcer certaines séquences, mais vu qu'ici on est dans un film épique, j'aurais bien aimé quand même un ou deux thèmes vraiment marquants qui reste en tête, comme je trouve celui d'Oppenheimer, qui en plus je trouve marche extrêmement bien avec ce que le film raconte. Ce genre de thème, c'est quelque chose que j'aurais aimé retrouver dans l'Odyssée, et même si je sais que ça fait un peu cliché d'avoir un thème
épique qui reste dans les mémoires. Disons que c'est plus un caprice de ma part qu'un réel défaut. Par contre, si on parle plus globalement du son, je l'ai trouvé particulièrement réussi, notamment sur la séquence du chant des sirènes, parce qu'on n'a justement pas de musique pour traduire ce chant des sirènes, et dans un sens, je sais qu'on peut considérer ça comme une facilité, mais ici, je trouve que ça fonctionne bien, parce que le principe même des sirènes, dans le récit, c'est qu'elles révèlent les désirs les plus profonds, des regrets, disons des choses personnelles à tel et tel individu, et donc si on avait une musique conçue précisément pour ça, on aurait eu une vision qui nous serait imposée, alors qu'en retirant la musique, elle laisse le spectateur combler ce vide. Et dans un sens, combler le vide supposé qu'on peut imaginer pour Ulysse est potentiellement le nôtre. Et il y a aussi beaucoup de sons qui marquent, notamment le cri du cyclope qui m'a particulièrement marqué. Je trouve que le sound design de cette séquence est extrêmement réussi. Ou un autre détail sonore que j'ai beaucoup aimé concerne l'arc d'Ulysse. À plusieurs reprises dans le film, lorsqu'il joint les deux extrémités de son arc, il y a un son très particulier, et c'est un détail que je trouve qui fonctionne particulièrement bien. Pour finir sur les aspects plus techniques du film, je voulais revenir sur la direction artistique. Ici, comme dit précédemment, je trouve que les décors sont magnifiques. Tous les lieux traversés par Ulysse fonctionnent extrêmement bien. Pour ce qui est des costumes et des accessoires, je comprends le parti pris du film, parce qu'on pourrait reprocher à Nolan de ne pas avoir cherché à faire une représentation historiquement parfaite de la Grèce antique. Mais globalement, ce qui m'a plu, c'est que, disons que le choix au niveau des costumes était cohérent au sein du film, et du coup ça m'a pas gêné. On a notamment, bon je le note parce que incroyablement badass, le costume d'Agamemnon est incroyable. Et finalement, un dernier point avant de donner mon verdict final que j'ai trouvé intéressant, c'était par rapport à la conclusion du film et la manière dont Nolan apporte une dimension politique, alors une petite dimension politique, parce que chez Nolan il n'y a jamais de grand parti pris politique, on reste toujours assez sobre, assez prudent et assez lisse. D'ailleurs, j'ai trouvé cette dimension politique encore plus intéressante parce qu'elle peut être mise en parallèle avec Oppenheimer. Et donc dans Oppenheimer, la création et l'avancée scientifique, le progrès devient aussi une source de fatalité et de destruction, ce qui est de base contradictoire. Et de même ici, on a la contradiction entre la loi de Zeus, qui se veut un peu une loi de l'hospitalité, du respect entre les différents peuples. Et justement, on a là aussi un côté un peu fataliste, dans le sens où ils ont justement instrumentalisé la loi de Zeus, qui se veut à la base quelque chose qui relève de la civilisation. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment ce point de rupture entre la loi de Zeus et un monde beaucoup plus conflictuel entre les peuples. Et bien sûr, on peut le rapprocher avec notre époque actuelle, qui pourtant se déroule 3000 ans après l'Odyssée, donc la guerre Ukraine-Russie, et pour moi c'est encore plus pertinent de parler du conflit israélo-palestinien parce qu'il y a toute la dimension religieuse qui est bien entendu énormément présente dans le film, parce que le cheval de Troie était une offrande à la base pour Athéna, donc il y avait vraiment une question religieuse. Et ce que nous enseigne l'Odyssée à ce niveau-là, et c'est comme ça que Nolan nous l'interprète, c'est un peu que malgré les mœurs, la civilisation, toutes les avancées qu'on peut faire, il y aura toujours une sorte de fatalité dans le cœur des hommes qui fera qu'il y aura toujours des conflits et des guerres, malheureusement. Et donc justement, la guerre de Troie dans l'Odyssée se voudrait dans un sens un peu la première occurrence de ça. Mais ça serait comme dire que la loi de Zeus crée un équilibre entre les peuples et que justement cet équilibre a été rompu et que finalement depuis dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais retrouvé cet équilibre. Et donc, ce qui est encore plus amer et ce qui marche, c'est que, à la base, Ulysse, ses compagnons et Agamemnon, pour eux c'était un objectif de prendre la ville de Troie et à la base c'était une réussite. Mais Ulysse se rend compte finalement des conséquences et surtout le fait d'avoir profané quelque chose de sacré. Et donc dans les deux films, on retrouve cette idée que l'humanité est capable de créer des choses extraordinaires, mais aussi de créer les conditions de sa propre destruction. Aussi un autre point que je voulais aborder, qui est pour moi un point très important, c'est la question de l'émotion. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut reprocher souvent aux films de Nolan, et moi-même d'ailleurs, c'est le fait que ces films souvent peuvent être assez froids, assez sobres. Alors je dis pas qu'il faut tomber dans du pathos dégoulinant, mais disons un juste milieu serait intéressant à trouver. Et je trouve ça dans un sens encore plus dommage pour l'Odyssée parce que il y avait quand même énormément de matière émotionnelle. Parce qu'on parle bien sûr d'un récit autour du retour au foyer, de l'amour, de la famille, de la guerre, du temps qui passe. Donc plein de thèmes extrêmement forts et je trouve que le film répond assez peu émotionnellement. Même si je trouve qu'on est pris dans le film, même si on peut être touché, on n'est jamais vraiment ému. Et pour moi ça passe notamment par le jeu des acteurs,
aussi par les dialogues et bien sûr par la mise en scène. Après réflexion, je me dis aussi, une partie de cette distance émotionnelle qu'on peut avoir avec les personnages peut venir aussi du fait que ça soit des figures un peu mythiques, un peu légendaires. Parce qu'ils appartiennent un peu à l'imaginaire collectif, et donc pour moi ça crée une sorte de barrière aussi avec eux. Donc j'excuserai un peu ce film au niveau de la relation émotionnelle qu'elle a avec le spectateur. Finalement, je trouve que l'Odyssée, ça fait partie des grands films de Nolan. Dans l'Odyssée, il y a quelque chose de particulier, qu'on a une œuvre un peu différente de ce qu'il fait d'habitude, notamment sa structure est un peu plus classique, on a moins d'effets narratifs un peu insipides, mais dans un sens, je me demande si c'est pas le film de Nolan, en tout cas dans ses plus connus, qui fait le moins penser à un Nolan. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une générosité qu'on retrouve dans le film parce que, comme je disais, je trouve que le film passe extrêmement vite. Il y a des séquences génialissimes. Enfin, j'ai adoré la séquence du Cyclope. J'ai aussi beaucoup apprécié la séquence de Circé. Et cette séquence m'a pas mal surpris. D'ailleurs, petite anecdote, mais j'ai appris que les rushs en fait ont été inversés et que les compagnons d'Ulysse, quand on les voit manger, en fait, c'est eux qui régurgitent ce qu'ils mangent. Ils ont été captés en train de manger et du coup, là, avec l'effet inversé, on a l'impression qu'ils régurgitent. Et cette scène, pour moi, je l'ai trouvée assez étrangère au cinéma qu'on peut imaginer chez Nolan. Et du coup, c'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié. Donc, pour récapituler, mon avis sur l'Odyssée est très positif. Je trouve que c'est un excellent film-spectacle. Après, il y a bien sûr plusieurs points qui font que pour moi, le film n'est pas un chef-d'œuvre. Donc, notamment des dialogues trop explicatifs par moments, un premier acte un peu confus, un montage qui aurait pu être mieux maîtrisé dans certaines séquences, une scène d'action finale qui possède énormément de potentiel mais qui aurait pu être beaucoup plus lisible, des acteurs bons mais qui ne sont pas tous absolument mémorables, et surtout, je dirais, un manque de profondeur émotionnelle et psychologique par rapport à la richesse du matériau de départ. Mais malgré tout, je trouve que le film reste extrêmement généreux dans son expérience de cinéma. Et donc pour ma note sur ce film sur 10, on est sur un bon 8, donc c'est-à-dire un très bon film. Mais dans ce qu'il cherchait à être, c'est-à-dire un grand film épique et spectaculaire autour d'un des plus grands récits de l'histoire, je trouve qu'il réussit largement. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande clairement d'aller le découvrir au cinéma. Vraiment, pour un film comme ça, il faut vraiment le voir en salle. Et donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Specto. On se dit à un prochain épisode. Salut!